Bonsoir, soyez les bienvenus à cette rencontre avec Emma et remerciez d'être là. Nous accueillons ce soir donc pour la dernière rencontre de l'année, puisque c'est la dernière ouverture d'exposition de la saison 22-23 au BO. Nous accueillons Emma Cozzani, commissaire de l'exposition Eden World. C'est une exposition qui rassemble 10 artistes. Donc, lors du vernissage demain soir de cette exposition au Bel Ordinaire, nous aurons 3 expos ouvertes sur le lieu. Alors pour rappel, il y a dans la petite galerie Clémentine Faure qui présente Le cheval sous le tapis jusqu'au 17 juin. Dans la galerie éphémère, Maxime Wadi qui présente Les géants d'acier jusqu'au 22 avril. Le temps passe vite, ne tardez pas. Et donc Emma qui présente Eden World dans la grande galerie, ce sera jusqu'à la fermeture de saison, jusqu'au 24 juin. Alors Emma, elle est connue au Bel Ordinaire, elle est venue déjà pour préparer la production de Eden World, elle est venue en l'été 2021. Elle était déjà venue en 2018 pendant un mois et demi au printemps pour une résidence de recherche et elle était également venue l'année précédente en 2017, l'été 2017. Emma, tu reviens aujourd'hui pour présenter avec une nouvelle casquette, une belle casquette de commissaire, pour présenter Eden World. Bonjour, merci Didier. Merci de me recevoir. Voilà, donc la présentation a été assez succincte. Comme vous l'aurez peut-être pas compris, j'ai été formée dans une école d'art, donc à l'école de Montpellier et de Nîmes. Donc moi je suis d'abord praticienne, plasticienne, artiste. Et aujourd'hui, en fait, la particularité de cette exposition, c'est que je ne présente pas mon travail personnel, mais plutôt le récit que j'ai mis en avant par le commissariat que j'ai créé avec les œuvres de 10 artistes présentés dans Eden World. Donc tout d'abord, pour peut-être présenter un peu ce pas de côté, c'est que comment on aborde la question de la curation d'exposition quand on a une pratique plastique. Et que moi je ne me revendique pas comme une spécialiste de l'histoire de l'art ou comme voulant avoir une posture d'autorité dans le champ de l'esthétique ou de ces approches, on va dire, plus académiques. Donc déjà, il y a peut-être un truc là qu'on va pouvoir discuter ensemble, ou peut-être juste vous m'écouter en parler si ça vous intéresse. Parce que je trouve que c'est assez intéressant aujourd'hui de pouvoir être transversal dans son travail et pas forcément cloisonner les pratiques entre la question de la production d'une œuvre, même si elle engage évidemment un savoir-faire, et celle de la production d'une pensée, qui va engager, dans mon cas présent, une forme de mise en récit, qui prend en fait la forme, non pas d'une vidéo ou d'un projet plastique, mais en fait d'une exposition. Donc il y a peut-être déjà quelque chose qui se joue ici, qui peut peut-être vous aiguiller, certains d'entre vous, sur ces passerelles-là. Voilà. Du coup, pour revenir un peu à la genèse de la bien nommée Eden World, donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans. Donc je vais essayer de me remémorer des choses parce que j'ai l'impression que c'est fini, quoi. Et du coup, c'est vrai que les premières approches étaient beaucoup moins, beaucoup moins certaines que maintenant, puisqu'évidemment demain c'est le vernissage. Mais du coup, je me suis vraiment posé la question de comment aborder cette question de la mise en récit et du travail du commissariat d'exposition en tant qu'artiste, puisque c'est des outils que je ne maîtrise pas. Et voilà, comme je vous le répète, je n'ai pas du tout la volonté de produire un savoir, en fait, au même titre que peut le faire un docteur en esthétique ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment la question de la mise en récit. Et ce qui m'a beaucoup aidée rentrer dans ce processus de travail et comment on compose avec des œuvres d'autres artistes sans que ce soit les siennes. Donc on peut prendre des libertés avec, mais pas vraiment. En même temps, on a une posture d'autorité, mais pas vraiment. Il y avait toute une posture que je devais un peu réinventer. Qui a été... donc voilà, ma question c'est comment on fait, quoi. Comment on fait après, il n'y a pas de recette, hein, ça s'invente en fonction des projets. Et dans mon cas présent, ça a été vraiment considéré que
j'allais me saisir de cet outil de l'exposition et du commissariat pour deux ambitions particulières, qui étaient d'une part celle d'essayer de raconter une histoire, et sauf qu'au lieu que ce soit des mots et des images, par exemple, comme peut le faire un film ou une vidéo, ça allait être des outils qu'on appelle la scénographie et des œuvres, voilà, disposées dans un espace. Donc déjà, on déploie en fait la question de la temporalité, de comment on raconte une histoire, de manière un peu singulière et un peu différente, puisqu'on la met en place dans un espace. Donc déjà, il y avait ce truc-là. Donc c'est vraiment plutôt une approche, on va dire, voilà, liée à comment je vais pouvoir m'approprier ces œuvres pour raconter des histoires avec. Et la deuxième approche, qui pour le coup se rapproche un peu plus du travail plastique, c'était une approche qui était beaucoup plus scénographique, et qui envisageait en fait le fait de pouvoir donc mettre ensemble des œuvres dans un espace d'exposition, en essayant peut-être de questionner, revenir en fait sur les codes de la scénographie muséale contemporaine, dont j'imagine que vous avez entendu parler via Brian O'Doherty en particulier. Voilà, et comment on réfléchit à la question des socles, comment on rentre en fait dans une exposition. Qu'est-ce que ça veut dire aussi rentrer dans une exposition? C'est pas juste mettre un pied devant l'autre, il y a vraiment tout un travail peut-être autour de la création d'une forme d'ambiance, ou d'un décor, si on est proche du cinéma. Voilà, donc là, c'est des choses que vous ne ressentirez peut-être pas au premier abord en voyant l'exposition, mais je sais que ça m'a beaucoup accompagnée dans la construction, et qu'ensuite, pour diverses raisons, on n'a pas pu réaliser toutes les ambitions folles que j'avais pour cette exposition. À savoir, par exemple, construire un sol mou dans une des salles d'exposition. Bon. C'est pas grave, on va en garder l'idée, c'est là, quoi. Mais voilà, donc il y avait plein de choses. Et ça a vraiment été pour moi le fil, le fil, avant de questionner le sens et le récit, la mise en récit de ces œuvres. Ça a été d'abord d'imaginer comment je projette mon propre corps en tant que spectateur dans un espace. Et du coup, à partir de ces sensations-là, comment j'ai envie de créer ces autres sensations pour d'autres personnes. Et voilà, donc j'ai un peu remonté ce fil-là pour arriver jusqu'à Eden World. Voilà, donc je voudrais faire une petite intro un peu rapide, un peu barbante, mais je pense qu'elle est importante aussi pour saisir les grandes thématiques qui animent cette exposition. Voilà, donc je vais lire un peu au début, mais après ça va être plus fluide. N'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions, à ouvrir un peu cette discussion aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, je voulais dire que pour commencer, rappelons-nous que nous sommes à l'ère anthropocène. Donc faire de l'art et produire du savoir aujourd'hui ne peut s'abstenir de la prise de conscience de cette posture qui fait suite à une période géologique de 10 000 ans, l'Holocène. Et donc cette période géologique a pris fin avec la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle et l'invention de la machine à vapeur. L'Anthropocène caractérise l'ensemble des événements géologiques qui affectent l'histoire de notre Terre, Gaïa, sous l'effet des activités humaines, dont l'incidence globale sur l'écosystème terrestre est désormais attestée et mesurée, évidemment. Donc faire de l'art, produire des savoirs et des récits contemporains, c'est donc, inconsciemment ou non, savoir quelle place nos questionnements et nos pratiques peuvent occuper dans ce réseau de relations. Donc l'idée de nature, vaste notion, a ainsi évolué au fil du temps et des pratiques. En lien avec l'histoire de l'art, on retiendra que la Renaissance et l'invention de la perspective ont permis de placer l'œil humain au centre des représentations. Donc en fait, ce qui s'est passé avec la Renaissance, c'est qu'on a un peu inversé aussi le rapport, on va dire, de l'homme à la représentation. Si vous voulez, on cohabite avec nos images, voilà, et puis d'un coup, clac, c'est l'œil humain qui vient se placer à ce point zéro qui du coup disparaît de fait des représentations. Et à partir de là, en fait, ça génère toute l'histoire de l'art contemporaine, que je viens de résumer en une phrase, jusqu'à aujourd'hui, et qui est en fait la base aussi de ma réflexion théorique. Alors je mets théorique parce que voilà, mais voilà, donc du coup, la Renaissance place désormais l'homme en posture cardinale de la question de la représentation. Donc aussi, il faut noter que la nature et l'idée d'un environnement dynamique et interdépendant n'a rien à voir avec l'idée de paysage, et qu'on associe spontanément l'idée de paysage à l'idée de nature, en fait. Donc là, je traverse très très rapidement l'histoire de l'art, de la représentation et de la peinture, mais voilà, on rappelle des bases, quoi. Donc finalement, le paysage, cela pourrait justement être la nature cadrée, esthétisée, mise en scène. Elle ne décrit pas les relations vivantes et complexes qui peuvent exister dans chaque milieu, en symbiose et en équilibre, sans cesse renégocié entre les protagonistes vivants qui en forment le maillage.
Depuis quelques années, on insiste à un renouvellement des questionnements et des mises en récit de cet héritage, que ce soit par des artistes ou des chercheurs qui cherchent justement à insérer leur création dans des récits non anthropocentrés et non fondés sur une vision de la planète comme représentant uniquement une réserve de ressources pour les humains. Donc ce courant de pensée, en fait, c'est ce qu'on appelle l'écologie profonde, donc la deep écologie, qui a été théorisée par Arne Naess, en 89, et qui est une pratique en fait qui s'accompagne d'une volonté d'enrichir notre relation au non-humain par la création d'un terrain sensible commun. C'est-à-dire de composer une approche non dominante, mais axée sur la compréhension et la communication, donc avec les plantes, les animaux, les vivants au sens large, même si évidemment ça soulève encore beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas? L'anthropologue Philippe Descola a remis en question cette conception de la nature traditionnellement opposée à la culture, donc qui est vraiment notre conception, on va dire, occidentale, voilà. Notamment par ses travaux sur les jivaros hachoirs d'Amazonie. Dans ces travaux, il a fait le constat que les jivaros traitent les non-humains, c'est-à-dire tous les éléments de leur environnement comme des partenaires sociaux. Mais revenons un peu au sujet qui nous intéresse, donc c'est celui des images, de leurs usages et de leurs histoires, et éventuellement de leur circulation. Donc par rebond sur les travaux d'Escola, on observe également qu'on peut traiter les images comme des partenaires, ou plutôt comme des intermédiaires dans nos relations sociales, qu'elles soient avec des humains ou des non-humains. Et là, je pense notamment aux algorithmes de reconnaissance faciale, qui pour moi en tout cas engagent un simulacre de relations sociales. Mais bon, c'est pas vraiment notre sujet. Et du coup, parmi la Renaissance, cette idée de la deep écologie et très très rapidement l'idée qu'on puisse communiquer avec les non-humains, en fait tout ça, ça prend un peu sa source dans les années 70. Et la première image que je voudrais vous montrer, alors on va commencer peut-être par l'introduction. Voilà, je trouve qu'elle est un peu importante pour placer un peu le contexte de mon champ de recherche là. Voilà, donc la conscience véritablement révolutionnaire se trouve parmi les classes implacablement exploitées. Animaux, arbres, eau, air, herbe. Et ça, c'est extrait d'un poème de Gary Snyder, qui est un poète qui est proche de la Beat Generation. Voilà, dans ce livre que vous allez voir juste après, dont la couverture est très très belle. Donc j'ai tenu à vous la montrer aussi. Voilà. Et donc en parallèle de cette citation, donc je parlais de Philippe Descola, la Renaissance, qu'est-ce qui nous a amené en fait aujourd'hui à devoir un peu réouvrir ces considérations sur les humains et les non-humains. Et bien paf, je vous donne en mille la première image qui a vraiment, pour moi, dans la poursuite de la Renaissance, c'est cette image-là qu'on connaît toutes et tous, je pense, qu'on appelle la Blue Marble, qui est vraiment la première photographie prise de la Terre depuis un point de vue qu'on va qualifier d'extérieur, et qui en fait a permis inconsciemment en fait, à l'humain de se séparer de son environnement. Voilà, donc cette image est importante dans l'histoire des images parce qu'elle a permis en fait, de considérer finalement la Terre non plus comme un environnement qu'on habite, mais comme un objet qu'on peut appréhender, du moins par le regard et par l'image. Voilà, et donc c'est à partir aussi de cette image qu'on a développé aussi une pensée de ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est comme ça que ça s'appelle, la cybernétique écologique, du coup dont fait partie notamment Gary Snyder, dont je vous ai mis la référence juste avant. Voilà. Ou encore, là je cite Gregory Bateson, mais qui est plutôt un chercheur qui s'est intéressé à la communication interespèces, où les expériences trop fun qu'il faisait à cette époque, c'était des capteurs sur des plantes, et les plantes reliées à des synthétiseurs, et essayer de faire des trucs de télépathie, et de voir si la plante pondait des mélodies. C'était génial, c'était vraiment, ça a l'air d'être super génial. Donc je passe très rapidement, j'aurais voulu peut-être plus m'étendre sur ce sujet, mais si vous voulez, je peux vous donner d'autres références. Ça a produit de la musique assez fabuleuse à l'époque, hein. Donc, notamment Plantasia et Stevie Wonder qui ont utilisé un peu ces trucs-là, pour ne citer que. Voilà, donc je reviens sur cette idée de la cybernétique écologique, où il s'agissait désormais de soigner le monde en fait, par la technologie. Et ça, c'est vraiment un courant de pensée des années 70, dont voilà, issu Gary Snyder, où en fait, finalement, il y a une volonté d'aller vers les autres formes de vivants, mais par l'entremise en fait, de la technologie dont le développement était en train d'être... Enfin voilà, c'était le début de la technologie. Donc on avait encore cette croyance que ça pouvait être un médium en fait, entre nous et le vivant. Je dis encore parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais ça c'est... Voilà,
Et du coup, ça nous amène aussi à cette très fameuse Donna Haraway, je pense qu'elle est très présente en ce moment dans les courants, dans les écoles d'art, voilà, qui dit « On n'est pas une cellule ou une molécule ou une femme ou un colonisé, un manœuvre et ainsi de suite. Parce qu'on pense voir et voir depuis ses positions d'un œil critique. Être est beaucoup plus problématique et contingent. Aussi, on ne peut déménager vers quelques points d'observation que ce soit sans devenir responsable de ce mouvement. » Et en fait, voilà, elle théorise ça en 88, du coup. Et finalement, ça fait vraiment le lien un peu avec ça. C'est-à-dire que la technique produit des points de vue et en fait, ensuite, les chercheurs se demandent ce que ça fait, quoi, grosso modo. Donc voilà, je voulais la mettre parce que c'est une penseuse très intéressante, très importante. Bon. Voilà, mais du coup, on va peut-être revenir à l'exposition. Donc, Eden Ward, là, je vous ai juste un peu mis quelques références pour qu'on sache sur quel terrain on est. Et donc, cette exposition, donc Eden World, hein, dont la traduction est Monde d'Éden, donc il n'y a pas vraiment de traduction, mais qui évidemment fait un renvoi au Jardin d'Éden et donc au monde originel. Voilà, elle est divisée donc en quatre chapitres, si on peut dire. Et puis j'aimerais, voilà, je vais vous les présenter, mais j'aimerais revenir rapidement sur ce que je vous ai dit au début, que c'était vraiment une exposition que j'ai conçue dans ma pratique d'artiste, en me disant je vais raconter une histoire, je ne vais pas produire d'images, mais en fait je vais produire peut-être un récit, peut-être des formes de savoir, peut-être des formes de relations aux autres, notamment avec l'équipe avec lesquelles j'ai travaillé. Et ça, je pense que c'est en soi peut-être aussi une forme de pratique qui ne dit pas forcément son nom comme tel, mais qui peut en être une. Voilà. Et ensuite, je l'ai aussi conçu comme un outil de recherche, en fait, aussi, et de questionnement. Et voilà. Et de mise en récit par le biais d'images et d'œuvres qui travaillent spécifiquement la question du regard et de la vision, et des images. Donc ça, c'est des choses que j'aborde petit à petit, mais on va beaucoup se concentrer sur qu'est-ce que c'est une image, à quoi ça sert, comment ça circule, et pourquoi c'est si présent, en fait, aujourd'hui dans nos vies et dans nos pratiques. Voilà, car on l'aura compris, finalement, ce qui importe, c'est comment on regarde aussi, depuis quel corps, qu'il soit individuel ou collectif, quel point de vue pour regarder quoi et raconter quoi. Donc voilà. Ici, la curation d'exposition a constitué un de mes outils de recherche pour provoquer des connexions et des ouvertures inattendues. J'ai souhaité partir de réflexions théoriques pour faire de l'exposition une sorte d'état des lieux non exhaustif et une exploration du regard humain. Son fonctionnement physiologique et culturel, par exemple, ainsi que la déconstruction de sa position jusqu'à présent anthropocentrée et la possibilité d'étendre notre perception à celle d'un regard non humain. S'il y a des mots trop chiants, vous me dites, je peux vraiment les expliciter aussi. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé aussi durant ces temps de résidence qu'a évoqué Didier, c'est que j'ai travaillé avec un ami artiste et chercheur qui s'appelle Simon Zara, qui est là, voilà, qui m'a aidé, en fait, qui a été une forme de consultant scientifique. Et sur ce premier temps de résidence, donc, je suis déjà arrivée avec un premier panel d'œuvres, de choses qui m'avaient interpellée, de réflexions, autour d'une idée simple, d'une idée voilà, sur est-ce que le regard peut être agentif, est-ce que le regard peut être déjà une action, est-ce que regarder est déjà une action parce qu'on pose souvent le spectateur comme une posture très passive, en tout cas en scénographie, entre autres. Et est-ce que c'est pas déjà quelque chose qui permet de créer voilà, une relation, un lien, une image. Bon. Des questionnements un peu en vrac comme ça. Et du coup, avec Simon, en fait, on a pris un peu ces idées en vrac et on a commencé à tout mettre à plat, tout mettre à plat, hein, et explorer un peu qu'est-ce qui se passe quoi, dans cette idée de regard, c'est quoi, ça vient d'où. Et donc durant notre temps de résidence et de travail, on a fini par faire émerger donc, ces 4 axes qu'on voit ici. Donc corps et vision, altérité animale, machine of love and grace et hybridation spéculative, qui sont en fait des choses que vous allez peut-être pas forcément voir dans l'exposition, c'est pas chapitré au sens d'un bouquin, quoi. Mais encore une fois, c'est un peu des lignes de force qui accompagnent aussi la réflexion. Un peu comme cette idée de la scénographie. Tout ça devient invisible après, et c'est peut-être là où c'est intéressant. C'est qu'on a l'impression de voir une expo comme si elle était sortie de son œuf, mais voilà, tout ça c'est un peu tenu par autre chose. Voilà, donc du coup, tout d'abord, pour revenir à l'origine physiologique du regard, donc on a l'axe corps et vision, qui renvoie à l'idée que le regard est une expérience incarnée, donc dans un corps, et puis qui est une expérience continuelle, donc on fait dans le temps. En fait, on ne s'arrête pas de regarder, quoi. Même quand on ferme les yeux, on continue de regarder. Voilà, et bien que, du coup, cette question-là, moi, elle m'amène à vous montrer cette image-là, parce que
voilà, une vision incarnée, en fait. C'est juste un petit à côté, hein, mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut aussi évoquer du coup les descriptions des mystiques tout au long de l'histoire du christianisme. Donc ici, la statue très célèbre avec pas du tout la bonne légende. Donc c'est Marble, oui, c'est du marbre, mais c'est pas la bonne légende. Mes excuses. Qui est en fait l'extase de Sainte Thérèse. Voilà. Donc c'était juste pour dire en fait. La question des visions, en tout cas, est quelque chose qui est présent dans l'histoire de l'art et du christianisme, mais ça n'a jamais été montré. C'est-à-dire que les visions évoquées notamment par Sainte Thérèse, c'est un livre, mais il y a très très peu de représentation de ce qu'est une vision intérieure. Encore une fois, un petit pas de côté, mais pour vous dire que du coup, voilà, c'est par ce petit pas de côté, là, j'en reviens au fait que historiquement, la vision est quelque chose qu'on fait depuis son corps et qui est tournée vers l'extérieur. Donc la vision intérieure, telle qu'un mystique peut la faire, n'est peut-être pas une image au sens où elle est entendue aujourd'hui, où elle l'était entendue en plus à l'époque. Voilà, tout ça a été étayé, bien entendu, par un tas de choses dont je vous fais un cadeau. Sinon, ça ressemble à un truc un peu scientifique. Voilà. Mais du coup, ça enlace, voilà. Cette question de vision, elle emmène aussi à questionner les voyages chamaniques, notamment, de certains peuples d'Asie, dont les visions proviennent de leur réincarnation temporaire, d'après leur récit, dans un autre corps qui est souvent celui d'un animal totem. Encore une fois, ça ne produit pas forcément d'images, sinon des représentations que les anthropologues vont s'approprier. Mais voilà, ce n'est pas forcément considéré comme une image, ou en tout cas, c'est une vision qui peut être conçue comme désincarnée. Donc entre ça, le chamanisme et une vision depuis notre propre corps, on a déjà 3 manières de regarder différentes. Bon, on revient où on en est, nous on est dans notre corps avec nos yeux, et puis on se balade dans l'expo. Donc en contrepoint de cette première axe, la corps et vision, mais que je vous invite à découvrir, on a aussi l'axe altérité animale, qui évoque plutôt la vision animale que nombre d'artistes fantasment et évoquent et tentent de reproduire depuis longtemps. Donc là, l'œuvre que je vous présente, c'est une œuvre que je vous présente parce que justement, elle ne fait pas partie de l'exposition. Elle a été évoquée dans les premiers, dans les premiers panels de travail avec différentes œuvres, certaines ont été écartées, etc. Et donc c'est une œuvre de 2 artistes, c'est Julian Charrière et Julius von Bismarck, qui s'appelle Object in Mirror Might Be Closer Than They Appears. Et ce sont vraiment des photographies. Ce projet a été réalisé en fait dans la zone d'exclusion, qui est une zone de 30 km autour de la centrale de Tchernobyl, qui continue d'exister aujourd'hui, et dont l'explosion en 86 a rendu évidemment le terrain super inhabitable pour les êtres humains. Du coup, ce qu'ont fait les 2 artistes, c'est qu'ils ont décidé d'aller investiguer, enquêter sur les formes de vie non humaines qui subsistent dans cet endroit. Et en fait, ils ont voulu rendre visible la perspective d'un animal qui vit là-bas, qui est un cerf, plusieurs cerfs même. Un petit instant. Ouais, et du coup, pour ce faire, ils ont en fait monté une caméra sur les bois de plusieurs animaux sauvages, en essayant d'avoir ce point de vue en fait sur la pupille, qui permet d'avoir un reflet de l'environnement en fait. Du coup, il y a vraiment cette tentative de s'approcher au plus proche d'une vision animale, tout en la représentant de manière un peu symbolique, et de montrer vraiment la pupille et le reflet, même si évidemment on n'est pas dans la perception réelle de l'animal, quoi. Voilà, donc il y a d'autres œuvres évidemment, elles sont dans l'expo, donc je n'en révèle pas plus, là on est vraiment sur une discussion. Du coup, donc vous vous souvenez, il y a 4 axes. Donc ça, c'était vraiment altérité animale, où on va découvrir d'autres œuvres dans l'exposition qui essayent soit d'établir des rapports d'entraide en fait, ou de collaboration avec des animaux, avec toujours cette idée, est-ce qu'on est capable en fait, en tant qu'être humain, de se saisir en fait de la perception d'un autre être vivant qui n'est pas biologiquement la même chose que nous. Voilà, ça c'est une question très philosophique, mais les artistes essayent d'y répondre. Du coup, on passe sur un autre axe qui est vraiment assez différent, qui s'appelle Machine of Loving Grace, et qui en fait est issu d'un poème de Richard Brautigan, qu'on peut découvrir ici, en anglais. Voilà, et j'ai là, hop, voilà, là on a un peu les deux. Donc ça c'est issu de mon exemplaire personnel, où il y a vraiment une description assez pas typique de l'époque, voilà, enfin tout infusé en fait de la culture hippie et de ce que j'appelle le cybernétisme écologique dont je vous ai parlé juste avant. Cette idée qu'on pourrait cohabiter dans des formes
voilà, de bien-être et de bonheur, de béatitude entre machines, animaux, humains, et puis de préférence en Californie, quoi, puisque bon. Voilà, du coup, le troisième axe de l'exposition, en fait, se base un peu sur ce poème et va plutôt aborder notre capacité à déléguer notre pouvoir de voir et de création d'images par le biais d'appareillages technologiques. Voilà. Du coup, là, idem, il y a plusieurs œuvres qu'on avait sélectionnées qui finalement n'ont pas été resélectionnées dans l'exposition. Notamment une de Trevor Paglen, dont je vous ai mis une citation juste ici, voilà, et qui dit « La culture visuelle humaine est devenue un simple cas particulier de la vision, voire une exception à la règle ». Trevor Paglen, c'est un artiste américain qui vit en Allemagne et qui est extrêmement connu pour avoir été un des premiers à utiliser les GAN, donc les réseaux de neurones artificiels, pour générer des images en fait, et tenter de faire halluciner un peu, jouer sur les frontières d'imagination, donc de formation des images de ces outils technologiques. Donc avec cette série assez connue, qui n'est pas dans l'exposition, mais que je vous montre quand même. Voilà, où il a essayé de nourrir un peu ces algorithmes avec des images qui pourraient évoquer soit des cauchemars, soit des rêves, donc des choses qui sont déjà de l'ordre de la projection, pour essayer de voir si la machine pouvait faire une espèce de synthèse de nos cauchemars ou de nos rêves. De la même manière, on a un autre artiste qui s'appelle Memo Adken, dont on voit un peu le dispositif qu'il utilise pour son travail, qui est une pièce qu'on aurait voulu avoir idem, mais ça n'a pas été possible, et que je vous présente parce qu'elle est assez intéressante. Donc, il a de la même manière mis en œuvre un GAN, donc un réseau de neurones artificiels, où il l'a formé à ne reconnaître que des fleurs ou des paysages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous bougez en fait ce qui se trouve sur la table, donc vous arrangez des objets en vrac comme ça, le logiciel et l'appareillage technologique n'étant habitué qu'à reconnaître des paysages ou des fleurs, donc vous lui mettez le contenu de vos poches, il va vous faire un bouquet, quoi. Donc c'est hyper merveilleux, mais ça montre aussi finalement qu'il ne sera pas capable de reconnaître grand-chose, si vous ne lui apprenez pas à voir autrement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'écoutais la radio ce matin où visiblement c'est un des questionnements récents dans le développement des nouvelles technologies et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire du fake de manière absolue, donc on ne peut plus déceler si une image est réelle ou fausse. Et par fausse, j'entends fabriquée par une intelligence artificielle. Donc on commence à se poser beaucoup de questions puisqu'on est on va devenir en tout cas dans l'incapacité de discerner si une image a été réellement prise, donc si elle est la preuve ou l'indice d'un réel qui a eu lieu, ou si elle n'est que la fabrication d'un logiciel. Puisqu'avant on pouvait compter les doigts des gens, et comme c'était très drôle de savoir que les GAN sont très nuls pour faire des doigts, souvent ils avaient 7 doigts les personnes, etc. Donc c'est drôle parce que je trouve que ça renvoie beaucoup à l'histoire picturale et au fait que les mains sont un vrai sujet chez les peintres en tout cas, donc voilà. Petite parenthèse, mais c'est un sujet d'actualité. Voilà. Et du coup, il y avait enfin un dernier axe que j'ai appelé hybridation spéculative, qui était plutôt un souhait vers une ouverture et une évocation d'usages croisés que font les artistes à la fois de ces nouveaux outils technologiques et peut-être aussi de nouveaux récits qui soient moins hégémoniques et qui permettent de peut-être former d'autres types d'imaginaires, d'autres manières de vivre le monde contemporain et évidemment à venir. Donc une œuvre aussi qu'on a cherché à avoir dans l'exposition mais qui n'a pas été possible, donc j'ai la chance de pouvoir vous les présenter maintenant. C'est cette très belle œuvre de Anna Riedler qui s'appelle Mosaïque Virus et qui est donc une installation sur 3 écrans vidéo. Où en fait, ce sont des fleurs générées par intelligence artificielle en fait. Donc elle a vraiment nourri son logiciel avec beaucoup de photos de tulipes en particulier, pour ensuite demander à la machine d'imaginer des nouvelles hybridations possibles
de fleurs de tulipes. Et voilà, ce qui est très drôle en fait, c'est que cette œuvre, elle n'est pas si anodine que ça. Demander à une intelligence artificielle d'imaginer des fleurs, c'est fade, mais en fait, là où ça fait sens, c'est que ça fait référence à ce qu'on appelle la fièvre des tulipes. Là, je lis sur mon papier la manie des tulipes, mais qui en fait est une espèce de courant qui a traversé les Pays-Bas au XVIIe siècle et qui en fait fait écho à la naissance du capitalisme en fait. Finalement, aux Pays-Bas, s'il y a autant de champs de tulipes, c'est pas parce que le pays il est fait comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a une transformation profonde des paysages suite à un développement d'une activité qui a été rendue possible par une forme de capitalisme. Je dis sauvage, mais c'est surtout qu'à l'époque, c'était pas tous les mêmes questionnements en fait. Voilà. Et du coup, elle se sert de ça pour. Voilà. Donc, je termine la description de l'œuvre en fait. Voilà. Et du coup, elle établit un parallèle entre cette fièvre capitaliste des tulipes de l'époque et aujourd'hui l'usage des nouvelles technologies. Voilà, en demandant en fait à son logiciel de modifier l'apparence des fleurs. Donc là, on voit qu'il y a quelques rayures, quelques couleurs. Et en fait, ça, c'est en fonction du cours du Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui existe encore aujourd'hui. Du coup, elle fait vraiment un lien historique et artistique en fait avec cette histoire-là. Voilà, je sais que je parle très vite, donc je vais peut-être prendre souffler un peu. Et du coup, là, ça vous raconte un peu donc ces quatre axes, mais ce que j'ai aussi cherché à faire dans mon travail depuis pour cette exposition. Je pars d'abord de mon propre rapport au corps pour faire une scénographie qui finalement n'existe plus vraiment, n'est plus visible dans l'exposition, mais dont il y a encore des indices dans la manière dont j'ai agencé les œuvres entre elles dans les espaces. Ensuite, pour essayer un peu de cerner mon propre sujet, de savoir de quoi je parle, entre le regard, les images, les animaux, les plantes, pour pas que ça parte dans tous les sens, voilà, je chapitre un peu ce truc-là. Et voilà, je crée un peu ces axes de pensée, moi, qui me permettent de faire des bonds, des rebonds, etc. Et en fait, récemment, donc depuis, je sais pas, 6 mois, en fait, je me suis dit, mais ok, c'est super, donc c'est bien, tu as structuré les choses, mais est-ce qu'il manque pas finalement ce que tu étais venu chercher en tant qu'artiste dans la question de comment on se saisit des outils de l'exposition, c'est-à-dire celle de peut-être proposer, comme je vous disais, une mise en récit. Alors une mise en récit qui n'est pas forcément fabuleuse et pas il était une fois, mais quelque chose qui dépasse un peu juste la question de l'agencement d'œuvres entre elles pour créer un sens nouveau. Et du coup, ça, c'est pour ça que l'exposition s'appelle Eden World, puisqu'en fait, le titre de travail a été Outre-monde pendant très longtemps. Voilà, c'était justement pour essayer que ce récit que j'ai envie de mettre en place et de proposer soit celui d'un potentiel jardin d'images, en allant bien sûr chercher sur une réflexion sur c'est quoi aujourd'hui un jardin et c'est quoi aujourd'hui la nature en fait. Donc, voilà, donc là je reviens un peu sur mes notes, mais du coup voilà, j'avais choisi d'évoquer l'exposition comme une forme de jardin-monde, où la notion de jardin me semblait être porteuse d'un sens collectif, d'une capacité à agréger des images assez hétérogènes finalement. Donc le jardin, c'est aussi un peu l'espace vacant de la ville. Il permet une transition des états émotionnels, car il possède une temporalité qui lui est propre. Il invoque à quiconque de se découvrir, de visiter, de se perdre en fait. Vraiment, un jardin, c'est un espace assez particulier dans les villes qui n'est pas juste décoratif. Voilà, donc après, dans un essai nommé Sleek Image, l'artiste et chercheuse Suzanne Schupli suggère que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géophotographique. Donc géophotographique, elle fait vraiment 3 distinctions, dans lequel les systèmes planétaires ont été transformés en une vaste surface photosensible, qui enregistre les modifications rapides causées par l'industrialisation et ses procédés de contamination. Donc en fait, ce qu'elle dit par là, et ce dont on se rend compte aussi de manière très simple, c'est que quand on voit un jardin ou un espace cultivé, en fait, il nous permet de se rendre compte, par exemple, du changement climatique à des échelles plus ou moins grandes, mais parce que vous voyez que, je sais pas moi, vos tomates, elles ont beaucoup plus besoin d'eau qu'avant, parce que la question des espèces insectes ou animales qui vont y vivre
Et notamment, je pense aussi à la question du vin. En fait, le vin, c'est vraiment aussi une manière de faire une empreinte du climat. Et donc, quand on dit qu'un vin a un tel goût parce que c'est tel cépage, etc., c'est vraiment de la même manière une espèce d'empreinte dans le goût même, en fait, du climat et de la question de son environnement. Donc voilà, quand elle dit ça, en fait, moi, ça me fait penser à une œuvre que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que je voudrais vous montrer, qui est une œuvre de Gaëlle Boucan, voilà, et qui est un film, une vidéo, pardon, où en fait, elle vient parcourir une montagne avec une caméra, et à chaque étage, en fait, correspond des espèces qui vont vivre, en fait, en fonction de l'altitude et des conditions climatiques. Et en fait, elle fait ce parallèle que je trouve assez poétique et assez beau, où elle enregistre un peu ce qu'elle appelle des étages de végétation à l'aide de 5 grands formats vidéo qui ont existé jusqu'à ce jour. Voilà, donc ça produit un peu des images de plus ou moins bonne qualité, hein, donc HD, voilà. Et du coup, ça permet aussi de se rendre compte qu'en fait, même dans des paysages qu'on pense étendus, il y a aussi déjà schématiquement, en tout cas, ces formes de division. Voilà, jusqu'à carrément à la cime, où c'est totalement pelé, quoi. Voilà, donc là, je pense qu'on est en VHS numérisé, mais c'est aussi beau dans ce que ça raconte, parce que ce qu'elle crée, c'est une forme aussi d'écologie des médias et des images, en parallèle avec la question de l'écologie environnementale. Voilà. Du coup, la forme du jardin, celle que j'ai voulu évoquer pour Eden Ward, c'est aussi une forme qui est une forme spatiale et qui permet donc au territoire d'enregistrer et de révéler l'image de leur propre contamination ou de leur propre évolution dans le cadre du climat. C'est également une organisation spatiale qui va redistribuer les vulnérabilités. Socialement et géographiquement, même si voilà, dans le sens où les espèces créent une forme de symbiose et d'interdépendance de la même manière que le font les forêts par exemple, lorsque les arbres partagent leurs ressources en eau via un maillage invisible et pourtant dense de mycélium entre leurs systèmes racinaires. Donc là, ce que je viens de décrire, ça s'appelle un mycorhize, et c'est vraiment une association mutualiste de type symbiotique entre les racines des plantes et certains champignons, dont le fameux blob, qui en fait permet en fait à l'eau d'être partagée dans toute une forêt. Donc la forêt fonctionne comme ça. Et mon hypothèse, c'est peut-être que certains jardins, qui sont plus forcément des jardins d'agrément, mais peut-être des jardins, je ne sais pas, à penser, peuvent peut-être fonctionner de cette manière-là. Et voilà, donc un autre jardin pour lequel je me suis inspirée et qui fait sens par rapport à Eden World et à ce que ça développe comme expérience de regard aussi. C'est le fameux jardin de pierre, donc c'est ce qu'on appelle un jardin sec de Ryoanji, qui se trouve à Kyoto, du coup. Puisqu'en fait, il y a un truc qui est un peu drôle, je sais pas, mais selon la pensée occidentale, en fait, le jardin, c'est d'abord un espace individualiste, alors qu'en réalité, il existe aussi beaucoup de jardins ouvriers ou de jardins partagés, mais ça, c'est une culture qui est un peu plus à l'est, et qui sont en fait des manières d'être ensemble, en fait. C'est beaucoup vrai pour les jardins ouvriers, notamment. Donc voilà, je ne vais peut-être pas vous citer la phrase de Voltaire, hein, qui dit qu'il faut cultiver son jardin, mais elle est assez drôle parce qu'elle renvoie aussi à cette chose-là où chacun doit faire sa part pour faire partie de la société. Voilà, donc je vous montre un peu ce jardin de pierre parce que déjà son origine est ultra mystérieuse. On n'en sait pas grand-chose, sinon qu'il existe depuis quasiment le XIVe siècle. Et qu'il est aussi extrêmement connu pour le fait qu'on ne puisse pas voir toutes les pierres simultanément. Donc il y a vraiment un nombre de pierres spécifique. C'est 7 si mes souvenirs sont bons, avec une disposition, etc. Où en fait, quelle que soit votre position dans le jardin, vous ne pouvez pas d'emblée avoir une vision globale de toutes ces pierres et cette disposition-là. Donc en fait, il suppose vraiment un déplacement, et par l'entremise de ce déplacement, une forme de réflexion et de méditation, pour pouvoir saisir en fait différents paysages. Mais en tout cas, l'intégralité des objets qui y sont disposés ne sont pas saisissables dans un même coup d'œil. Et donc voilà, moi j'aime bien à penser que certains éléments soient dissimulés, parce que pour moi c'est un peu l'intuition, c'était il y a quelque chose derrière le regard en fait. C'est pour ça que cet exemple je vous le montre,
par rapport à la construction d'expositions. Voilà. Du coup, je vais juste rapidement évoquer encore le jardin planétaire qui a été pensé en 1997 par Gilles Clément et qui désigne en fait un phénomène de vagabondage, d'hybridation, de croisement entre les espèces et qui se base sur le fait que la Terre est, d'après lui, comme un immense jardin, un espace clos en tout cas, et que l'homme, en bon jardinier, doit le ménager. Puisqu'en fait, ce que dit aussi à mots couverts Gilles Clément, et c'est en ça, pour moi, le jardin a aussi une posture politique intéressante, c'est qu'un jardin n'a pas de frontières. Donc en fait, une graine, ça vole, ça va, et ça peut être clos, il y a une forme d'enceinte, mais ça n'a pas de frontières au sens géographique et politique du terme. Donc en ça, entre le jardin collectif ouvrier et le fait que, d'après le Gilles Clément, il est d'abord planétaire, en fait, on est aussi sur une forme qui vient questionner des politiques plus individualistes dans d'autres formes sociales qui peuvent être développées, d'organisation sociale et spatiale. Voilà. Donc du coup, là, moi je trouve que cette métaphore, là, elle est intéressante dans le sens où il s'agit d'un espace où les humains ne peuvent plus prendre le contrôle, mais plutôt dans un espace dans lequel il faudrait reconnaître notre dépendance vis-à-vis d'autres espèces et de réagir au climat. Il y a un ensemble de facteurs sociaux aussi dans une responsabilité partagée. Voilà, donc tout ça, c'est que des mots, mais quand on est dans un jardin, évidemment, il y a une pratique aussi qui se met en place. Et du coup, donc dans toutes mes recherches un peu sur comment évoquer la question du jardin comme un espace d'organisation sociale pouvant être aussi politique, j'ai découvert cet artiste qui s'appelle Emmanuel Louis Grand. Alors, il ne fait pas du tout partie de l'exposition, mais je vous en parle comme une espèce d'ouverture vers cette question du jardin au sens large, où du coup, lui, il travaille vraiment avec l'outil jardin, ou enfin cette manière de faire. Et donc, il a créé en 2014 à Dakar ce jardin jet d'eau, qu'il considère comme une sculpture vivante, dont je vais vous montrer des images juste après. Et donc voilà, pensé comme un jardin de résistance en réaction à la dégradation de l'espace urbain, ce jardin est une œuvre d'art qui s'inspire des jardins à la française du XVIIe siècle, revisité par une vision contemporaine et africaine. Et ça aussi, c'est intéressant en fait d'avoir une vision peut-être qui n'est plus anglaise ou française de la question du jardin. Telle une sculpture vivante, cet îlot végétal offert à tous est le support de multiples projets. Voilà, et participe à la reconquête de la qualité de vie du quartier de Sicap. Du coup, je vous invite à aller voir son site si vous voulez plus d'infos, mais voilà, en fait, il part de là. Donc là, c'est juste un espèce de terrain vague entre plusieurs bâtiments. Et avant ça, il fait quand même une recherche assez poussée au niveau de l'urbanisme pour comprendre comment étaient montés ces bâtiments, qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà, à partir de là, découverte du site, nettoyage, donc émergence du jardin. D'abord clôturé, défini, puis dessiné. Et ensuite, travail d'excavation pour retrouver de la terre arable et les origines du terrain. Voilà, donc en décembre 2014, il en est là. Donc ça, c'est un projet aussi qu'il met en œuvre avec les habitants, et donc c'est aussi une œuvre collaborative. Et donc le jardin devient un espace d'exposition. Et on voit déjà un peu un dessin qui a été certainement fait de manière collective. Donc en mai 2015, donc c'est vraiment un projet au long cours. Hein. Les habitants décident... habitants, participants, je n'ai pas exactement tout compris, mais décident de la construction d'un dôme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que les plantes poussent, en fait, que quelque chose se passe à cet endroit-là. Pour finalement arriver en décembre 2016 où c'est une sculpture vivante qui est en cours. Et donc il est parti de rien et pour lui, c'est devenu ça ensuite. Du coup, Voilà, je n'ai pas tout à fait fini, mais je voudrais vous faire une ouverture vers du coup cette forme de jardin que j'évoque, à la fois comme un espace d'être ensemble, un espace peut-être politique, un espace de réflexion pour la question des codépendances et des symbioses. Et je voudrais aussi évoquer rapidement l'exemple de la ville de Détroit, en fait, où du coup il y a une forme de revitalisation de la ville par les community gardens. Donc là, je vous montre une photo rapidement. Donc Détroit, ville ce qu'on appelle la Motor City, qui était complètement en déclin, qui est aussi le berceau de la techno, entre autres, et de la technologie automobile, avait connu un grand déclin urbanistique. Et en fait, depuis 2016 à peu près,
Il y a des community gardens qui ont été mis en place très proches de ce qu'on appelle le downtown, qui est vraiment le centre avec la skyline, etc. Où du coup il y a des habitants qui viennent cultiver, comme on le voit là, et puis du coup ça permet aussi de créer un autre être ensemble, ou en tout cas d'avoir un autre modèle de ville qui est un peu en train de se dessiner, puisqu'on a à la fois des grands centres urbains, encore beaucoup de ruines et de choses un peu vagabondes et un peu lâches, et en même temps des formes d'espace public aux États-Unis, qui n'est pas vraiment, dont l'urbanisme n'est pas vraiment connu pour ça, et qui permettent en fait de régénérer un maillage social, en tout cas dans la ville. Voilà. Et de la même manière, une photo que j'ai prise en mars lors d'un voyage où du coup je vous parlais que les questions des jardins ouvriers est une pratique qui se fait beaucoup plus dans une culture de l'Est européen. Donc en Allemagne, par exemple, donc là c'est vraiment en plein cœur de la ville, hein, à côté de la rivière. Souvent sur les bords, comme à Strasbourg, vous avez des jardins collectifs comme ça, partagés, en vis-à-vis des bâtiments. Et ça, c'est très présent dans plein de villes, mais c'est encore moins présent en France en tout cas. Voilà, et du coup je termine en vous remerciant et en vous montrant cette magnifique image pour revenir sur notre sujet, puisque voilà, c'est un selfie fait par un singe en 2011, et c'est aussi l'image que j'ai choisie pour l'exposition, puisque c'est quand même une des premières images faites par un non-humain pour se représenter soi-même. Donc je trouvais intéressant de la remettre. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'était peut-être un peu rapide. Oui. Je voulais juste savoir si du coup les œuvres sélectionnées pour l'exposition, les œuvres qui ont été produites dans cette idée justement de non, je ne saurais pas comment dire, de justement cette vision pas anthropocentriste, ou c'est justement des œuvres qui vous ont fait penser que ça allait dans ce thème? En fait, les œuvres existaient, il n'y a aucune production pour l'exposition, mais les 4 chapitrages, en fait, elles permettent, d'après moi, de faire comme un parcours. Donc d'arriver, d'être dans son corps, et puis de petit à petit évoquer la question d'une vision qui n'est plus humaine, en fait. Donc il y a vraiment ce parcours qui est proposé même dans la déambulation. Et après, ce sont aussi les visions et les travaux d'autres artistes. Donc je ne peux pas m'approprier totalement leur travail et mettre un sens par-dessus. Par contre, je peux essayer de composer avec pour essayer d'aller dans un sens plus large, en fait. Voilà. Ah oui, alors du coup, j'en ai pas du tout parlé, mais moi, ça fait 3 ans que j'ai pas produit grand-chose parce que ça faisait moins de sens de produire en fait récemment, depuis mes derniers travaux. Et là, ça revient parce que justement, cette boucle par la question du récit et de la scénographie, elle permet de se ressaisir de questions dont je me sentais un peu dépossédée. Et moi, dans mon travail plastique, je m'intéresse beaucoup en ce moment à la question de la survivance des croyances, des mythes et des images. Par exemple, là, quand j'étais à Prague il y a pas longtemps, parce que je m'intéresse à la question du golem. Et donc j'ai ramené de la terre de Prague et j'ai commencé à faire des trucs en céramique. Moche avec, mais bon. C'est un début, voilà, c'est revenir un peu au mythe. Et certains continuent d'exister et d'autres disparaissent, en fait. Et du coup, c'est qu'il y a... c'est qu'il y a une survivance possible et du coup il y a une réactualisation de ces mythes dans l'ère contemporaine. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais en fait, ce qui semble se dessiner pour moi, hein, de manière individuelle, c'est que les outils de l'art, c'est peut-être moins ceux qui me font, dont j'ai besoin, mais c'est peut-être plus ceux du documentaire en fait qui vont m'être le plus utile dans ce genre de recherche. Voilà. Et en parallèle aussi, pourquoi ça ressemble à un truc un peu théorique et que je ramène plein de références? Parce que je parlais de l'exposition comme une hypothèse de recherche. J'ai toujours été assez intéressée par la question de la théorie ou de la recherche et de comment la pensée se déploie en parallèle de l'œuvre, en fait. Certains artistes n'ont pas du tout besoin d'être accompagnés de références ou de théories, et d'autres, au contraire, vont un peu co-construire. Mais ça, c'est un peu la petite tambouille de chacun.
Et du coup, moi, j'ai décidé, là, depuis peu de temps, de prendre un peu le taureau par les cornes et de me saisir un peu des questions qui sont abordées ici pour proposer un sujet de thèse, en fait, en recherche-création, que je vais soumettre à l'école de photographie à Arles, en fait. Voilà, donc en espérant que ce soit validé, accepté, et qui permettrait de travailler ces questions de regard non humain, etc., notamment par, si ça fonctionne, par la relation possible d'un film avec un outil super étrange qu'ils ont développé aux États-Unis, qui sont vraiment des lentilles de contact avec une caméra miniature intégrée, et qui permet en fait sur sa pupille, et donc dans son regard même, d'avoir comme des éléments qui permettent de, je sais pas moi, faire attention à la marche ou des trucs comme ça. Donc c'est d'abord des outils qui sont développés pour les déficients visuels, mais en fait si on les détourne, on peut peut-être s'en servir comme des outils de création, tout en questionnant le fait qu'ils viennent se placer sur la surface de l'œil, donc en fait c'est peut-être très autoritaire aussi. Mais du coup c'est intéressant de voir qu'on peut peut-être déplacer la question de l'image et de sa réception, non plus dans un espace qui est celui de l'exposition, mais dans l'œil en fait. Et du coup peut-être que ça peut aussi générer d'autres types de récits. Et donc voilà, c'est des choses que j'aimerais développer en parallèle de ce projet de recherche. Que des choses simples. Il y avait les Google Glass, mais ça a été un flop pas possible, parce qu'en fait, à part le porno, personne s'en est servi. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ce qui est hyper intéressant dans la question du champ du porno, c'est qu'en fait, c'est un des premiers champs à s'emparer des nouveaux outils technologiques sur les nouveaux points de vue. Et en fait, ça permet de voir assez vite si une technologie va prendre ou non. En fait, parce que si elle survit un peu à ce passage-là, en général, elle peut passer ensuite dans le monde civil, on va dire. Mais si c'est pas le cas, en général, c'est qu'il y a un usage qui va pas permettre son déplacement dans un usage civil. Voilà. Sinon, par exemple, un autre projet que je vais développer pour répondre à votre question et rebondir un peu là-dessus, c'est avec un artiste qui s'appelle Georgette Power. On est en train d'écrire un projet sur aller enregistrer les rêves des prisonniers au Baumettes, donc ceux qui sont plutôt en longue peine. Et on est encore une fois sur la question des images, même si ce sont plutôt des images mentales, avec une question simple, c'est est-ce que du coup l'enfermement physique crée aussi un enfermement de l'imaginaire ? Et du coup, on aimerait pouvoir enregistrer, créer une base de données avec beaucoup de rêves et voir si on peut travailler après à partir de cette matière, donc soit en documentaire, soit peut-être plus en création sonore ou visuelle. Voilà, donc ça paraît un autre projet que je vais être amenée à développer cette année. Donc, les Baumettes, c'est la prison de Marseille, du coup. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions ou d'autres remarques, hein, même si c'est juste un échange, ça peut être aussi intéressant. Je voulais savoir comment est-ce qu'on fait quand on est artiste, justement pour monter une exposition, parce qu'on a l'impression que c'est super éloigné comme métier, entre guillemets. Ça l'est. Et j'ai eu l'audace de croire que non, ça va aller, ça va être simple. Et j'ai vraiment déchanté, mais j'ai appris beaucoup de choses. Mais au début, je comprenais pas trop où était le lien. Je me demandais un peu ce que je foutais. Et en fait, là où ça a été ce basculement, c'est vraiment quand j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de changer d'échelle de travail et de questionner la mise en récit avec des éléments qui sont plus, par exemple, différents plans et un montage vidéo, mais en fait, agencés dans l'espace des œuvres. Pour moi, en tout cas, dans ma personnalité, dans mon travail, c'est vraiment plutôt cette question de la mise en récit. Après, si j'étais sculptrice, peut-être que en fait, le parti pris scénographique aurait été extrêmement différent, plus culturel dans l'exposition. Et du coup, je pense que chaque artiste a dans le fond de son travail quelque chose qui va être une ligne de force et qui peut être en fait une porte d'entrée dans un rapport à la scénographie ou à la curation d'exposition. Voilà.
Et pour ceux qui partent en vacances, donc le 6 juin, il y aura aussi une projection de 2 films, alors pas à Pau, mais du coup à Marseille dans un cinéma, mais qui fait un rebond à l'exposition. Du coup, si vous venez au Soleil, vous pouvez aussi venir voir des films. Voilà. Soir à 19h ou de l'ordinaire pour le vernissage. Merci beaucoup pour vos questions.